Bonjour. Comme vous êtes éparpillés dans cette grande salle, il est trop tard pour vous demander de venir dans les premiers rangs. Merci de venir à ce 5e atelier, ou en tout cas à l'atelier 5, sur la santé reproductive des personnes trans. Avant de commencer à écouter les différentes interventions, on avait un mot de la part de Louise, et je crois que c'est Louise qui nous manque maintenant que tout le monde est là. Elle est partie vous chercher, hein, c'est ça? Ouais, ok. Bon, on va meubler en attendant. Dans ce cas, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Jenna. Je suis une média activiste, podcasteuse, artiste. Il y a des liens des podcasts sur lesquels je travaille, et, mon travail artistique, etc. Je suis une militante de la santé reproductive depuis très longtemps, depuis que j'étais qu'un allié. Et c'est devenu beaucoup plus personnel jusqu'à devenir une femme trans, maman et polyamoureuse. Ce qui fait que, voilà, dans mon temps libre, j'anime des ateliers, mais j'ai pas de temps libre. Et voilà. Et donc, femme trans, maman et polyamoureuse, donc mon surnom, c'est Transmilf. Et maintenant, on va passer à la suite. Je la laisse pas longtemps à l'écran, celle-là. Yes, parfait. Louise, c'est à toi. Louise est sur les starting blocks et n'a pas compris qu'on n'attend plus qu'elle. Je fais une audio description pour la transmission. Oui, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Du coup, bienvenue à cette table ronde sur la santé reproductive des personnes trans. Donc, juste avant de commencer, quelques mots. Je voulais juste dire que, en fait, cet atelier, cette table ronde, elle s'est co-organisée, co-construite en partenariat avec un séminaire de jeunes chercheurs LGBTI+, qui travaillent ici sur le campus Condorcet. Donc, c'est des jeunes chercheurs qui travaillent sur les enjeux de santé des minorités sexuelles et de genre. Le nom du séminaire, tu l'as mis, hein, c'est LGBTI Studies, Care, Soins et Santé. Donc, chaque mois, en fait, on se retrouve pour des séances de ce séminaire. Donc, les séances ont lieu en présentiel sur le campus. Ici, donc là, cette année, c'est dans les locaux de l'INED. Si vous n'êtes pas sur Paris, vous pouvez nous demander un lien de visioconférence. Mais c'est vrai qu'on préfère que les gens viennent en présentiel. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site du séminaire. Donc, le site, c'est lgbtisanté.hypothèse.org. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails si ça vous tente de venir rejoindre en fait, l'organisation du séminaire. Donc, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, si vous faites des recherches sur ces enjeux, n'hésitez pas à nous envoyer un mail donc, à l'adresse séminaire-lgbti@gmail.com. Merci. Merci beaucoup. La première intervention, ça va être Jeanne Delanoux. Elle est ingénieure d'études au CENS, Centre Nantais de Sociologie. Elle a soutenu l'an passé un mémoire de Master 2 de Sociologie sur la place de la préservation de la fertilité dans les parcours de personnes trans mineures. Elle prépare un projet de thèse et compte faire un doctorat sur la prise en charge médicale des transitions. Et parfait, merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Jeanne Delanoux. Je vais vous présenter ma communication que j'ai intitulée « Quand l'accès au droit freine l'accès aux soins ».
l'exemple de l'autoconservation des gamètes par les personnes transmasculines. Il va être question donc de croiser la question de la transitude avec la question de la préservation de fertilité et plus largement avec les droits procréatifs. Avant de rentrer dans le détail de mon enquête, il va s'agir de faire un point de contexte sur cette question des droits procréatifs en France. Il faut savoir que la loi de bioéthique d'août 2021 elle a révisé les conditions d'accès à la PMA et à la préservation de fertilité. D'un côté, la loi s'avère très restrictive pour les personnes trans en termes d'AMP ou de PMA, comme on le dit en langage courant, donc aide médicale à la procréation. Y recourir pour porter un enfant est refusé aux personnes transmasculines qui ont changé leur marqueur de sexe à l'état civil, même si ces personnes ont conservé leur utérus. De l'autre côté, la conservation de gamètes, que ce soit des ovules ou des spermatozoïdes, elle est par contre garantie pour celles qui s'engagent dans une prise d'hormones. C'est ce contexte en fait, d'ambivalence totale, de contradiction législative assez hypocrite, qui fait dire à Lou Trottignon dans un de ses sketchs que les personnes transmasculines sont interdits bancaires de leurs ovocytes quand elles ont changé d'état civil, ce qui est une manière très maligne de désigner un phénomène bien délétère pour les personnes trans. La conjonction de cette loi avec celle de 2021 qui avait démédicalisé le changement d'état civil, ça crée toutefois une situation nouvelle. Les personnes trans, qui jusque-là elles étaient des personnes pensées comme stérilisées de force du fait des politiques médicales et étatiques françaises, ces personnes elles accèdent au statut de sujet potentiellement fertile et donc potentiellement parents, ou en tout cas envisagés comme pouvant l'être. Pour ce qui est de mon enquête de Master 2, elle a abordé en fait 2 sujets qui se sont croisés. J'ai commencé à travailler sur la préservation de fertilité chez les personnes trans et à la vue de mes observations, j'ai réintégré cette préservation de fertilité dans un dispositif local de prise en charge des transitions que j'ai étudié. Ma porte d'entrée sur le terrain médical, elle s'est faite par le biais d'un CECOS, c'est-à-dire un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Et ce n'est pas la première enquête qui a été menée dans ce service. Des premiers éléments décrivaient ce terrain d'études comme très favorable aux droits trans et comme étant en fait un service médical proactif en la matière, ce qui a été confirmé par mes observations. D'où un accès possible et facilité à ce terrain médical, sachant que les terrains médicaux sont généralement difficiles d'accès aux sociologues. Mon étude elle repose sur une méthode qui allie observation de consultation d'informations à la fertilité, dans ce sécos, du coup auprès de gynécologues majoritairement, et également de réunions de concertation pluridisciplinaire de prise en charge de transition de mineurs au sein d'un hôpital public. Ces observations, je les ai couplées à des entretiens avec des personnes trans et avec leurs parents que j'ai rencontrés au cours du parcours dans le service du sécos sur l'année 2022-2023. Et j'ai également mené des entretiens avec des personnes trans ayant eu une expérience autour de la préservation de fertilité dans le même département. Donc, mon objet d'étude, ça a été la place de la préservation de fertilité dans un dispositif départemental non francilien de prise en charge des transitions, mais aussi la place de cette préservation, ou plutôt en fait de non-préservation souvent, en tout cas pour les personnes transmasculines, dans les parcours de vie de transition des personnes trans rencontrées. Je me suis focalisé sur les personnes transmasculines et il s'est avéré que dans les consultations, en tout cas dans les consultations auxquelles les gens étaient d'accord pour que j'assiste, j'ai rencontré majoritairement des mineurs de plus de 14 ans. Il y a donc dans mon enquête cette double focale du genre au sens du parcours transmasculin et de l'âge qui s'explique par deux faits. Pour le genre, c'est par une volonté de comprendre pourquoi les personnes transmasculines ont un taux de préservation de fertilité beaucoup moins élevé que les personnes transféminines. Et pour l'âge, ça s'explique donc par les rencontres du terrain. Cependant, certains résultats, ils semblent aussi pouvoir s'appliquer ou s'être appliqués à des personnes majeures transmasculines ou encore à des mineurs transfemmes, mais à différents moments qui sont antérieurs à l'enquête. Il faut aussi avoir à l'esprit que en fait, toute cette question elle est mouvante et que les choses s'organisent un peu sur le tas. Donc, mon enquête, elle a interrogé comment, dans cette nouvelle configuration, s'articule le droit à l'autoconservation de gamètes et l'accès aux hormones dans les parcours de transition. Et de facto, elle a questionné également l'effet de l'âge, particulièrement de la minorité, sur l'accès à la transition et sur l'importance accordée à la préservation de fertilité par les différents acteurs médicaux. Dans cette présentation, je vais me centrer sur deux résultats principaux qu'on peut retenir et qui peuvent nourrir, je pense, la réflexion sur la place de la préservation de fertilité dans les parcours de transition. Ces deux idées, on peut dire que en fait, c'est l'existence de deux tensions quand on parle de préservation de fertilité et de transition médicale. La première tension serait au niveau du parcours personnel, du parcours des personnes trans, une tension entre la volonté de prescription hormonale et la volonté de conservation ovocytaire. Et ensuite, on aurait une deuxième tension qui serait au niveau organisationnel, en fait une tension entre la nécessité légale pour les médecins de donner accès à chacun à l'information et les modalités de
de la délivrance de cette information. En fait, par exemple, est-ce qu'il faut aller nécessairement se faire informer en centre de fertilité ou pas? Au niveau pour ce qui est de la tension entre les volontés de prescription hormonale et de conservation, donc au niveau des parcours individuels, je vais prendre le cas de Nathan, qui est un adolescent que j'ai rencontré au mois de décembre 2022 et avec qui j'ai mené un entretien, ainsi qu'un autre avec sa mère. Nathan, lorsqu'il a 14 ans, avec l'aide de son médecin généraliste, il prend rendez-vous avec une endocrinopédiatre. Il est issu d'une famille de classe moyenne, CSP+, blanc, d'une banlieue bourgeoise de l'agglomération du département d'études. L'endocrinologue l'informe de la possibilité de conserver ses gamètes et l'envoie faire une consultation d'information au sécos. Lorsque je le rencontre, ça fait 1 an et demi que son parcours médical a débuté et il n'a pas encore de prescription d'hormones. Il a donc 15 ans et demi. C'est son 3e rendez-vous d'information et il souhaite conserver ses gamètes. Au fur et à mesure du rendez-vous, toutefois, comprenant que les procédures de préservation risquent de repousser sa prise de testostérone à l'été, il décide finalement de renoncer à conserver, en tout cas dans l'immédiat. Dans son parcours, en fait, on retrouve un effet de temporisation sur la demande de prise en charge hormonale de la part des professionnels, ce qui est une chose qu'on retrouve dans d'autres études sur les transitions de mineurs. Cet effet de temporisation, ou en fait de retardement de la prescription, pour le dire autrement, ici il n'y a pas de lien de cause à effet avec le parcours de préservation, c'est-à-dire que dans son cas, il y a en fait juste une concomitance entre l'écoulement du temps de non-prescription et l'enchaîner des rendez-vous au sécos, jusqu'à son abandon pour pouvoir commencer la testostérone plus tôt. Donc il n'y a pas une causalité, il y a seulement une corrélation. Et l'expérience de Nathan, en fait, elle illustre la tension qu'il existe entre la volonté de conservation des gamètes et la demande de prescription hormonale. Ce qui se passe dans les faits, c'est qu'il ne conserve pas et parallèlement, il ne commence pas la testostérone tout simplement parce qu'il n'a pas de prescription. Mais lorsque la conservation elle devient un élément, un facteur ou une cause, en fait, à ses yeux, de potentiel retardement de la prescription hormonale, il décide de prioriser ce qui relève de l'urgence, c'est-à-dire les hormones. Un autre élément central qui est apparu dans les observations de consultation durant mon enquête, c'est que les personnes qui ne voulaient que dans les observations de consultation avec les personnes qui ne voulaient pas conserver, en fait, la consultation d'information, elle m'apparaissait explicitement comme une contrainte, une quasi-obligation. Et c'était aussi parfois le cas pour les gynécologues que ça pouvait dérouter. Les adolescents, ils disaient ainsi, je cite, « être obligés d'être là », ou encore que c'est la dernière étape avant les hormones, voire, et ça sonne tout de suite alarmant dans le contexte médical trans, ils pouvaient par exemple demander un certificat au gynécologue, et en fait c'était une manière de désigner une lettre pour informer l'endocrinologue que la personne avait bien fait son rendez-vous. Donc, ce caractère contraint, quasi obligatoire de la venue dans le service, elle entraîne donc un retardement de la délivrance de prescription hormonale, ce qui est mal vécu par les personnes, et même lorsqu'elles veulent conserver en fait. C'est apparu au cours des entretiens. Ce caractère contraint du fait d'aller en consultation, c'est ce que j'appelle justement une situation où l'accès au droit, il freine l'accès aux soins ou à la santé, au sens où la volonté des professionnels de la fertilité de donner accès à l'information se transforme en contrainte supplémentaire dans les parcours de transition médicale. La collaboration des professionnels du sécos avec des médecins qui accompagnent les transitions semble donc avoir engendré cette contrainte supplémentaire pour les mineurs trans. Et ce phénomène, j'ai analysé comme le résultat de la rencontre entre deux cultures professionnelles différentes, entre celle des médecins du sécos qui sont habitués à répondre à une demande de conservation ou de PMA, en fait de donner accès à un service, et à celle de médecins qui exercent dans une logique d'encadrement des transitions. Encadrement, il faut le préciser, non psychopathologisant, mais c'est une autre question. Et ça, c'est la deuxième tension dont je parlais, qu'on peut situer à un niveau organisationnel en fait. C'est comment l'information sur le droit à préserver doit être délivrée. Sur mon terrain d'étude, la volonté des professionnels du sécos de donner accès à l'information a été reçue par les endocrinologues et les psychiatres comme la nécessité d'envoyer les gens se faire informer au sécos. Mais en fait, c'est variable selon les centres et les environnements médicaux, les départements. Ce n'est pas une obligation. Donc ça pose en fait la question des enjeux éthiques de donner accès à l'information sans en faire une contrainte. Et ici, il faut aussi décentrer le regard de mon terrain d'étude pour prendre de la hauteur sur le cas français. On est face à un cas départemental bien particulier, qui est une sorte de cas, si ce n'est pas avec un surplus d'informations, mais en tout cas une volonté très forte de donner accès à, et en fait qui a eu des effets contradictoires du fait de malentendus organisationnels. Là où d'autres endroits, à d'autres endroits, on va avoir un déficit, une absence d'information, et en fait, le fait de ne pas être au courant de ses droits, ça constitue une rupture d'égalité pour les personnes trans. Donc, c'est une vraie problématique éthique, c'est savoir en fait comment concilier la nécessité que chacun ait accès à l'information et ne pas entraver les transitions hormonales et ou médicales. Donc,
Pour conclure, au-delà de ces questions, il me semble que pour tendre vers un champ des possibles en fait, le plus grand pour les personnes transmasculines, en termes d'accès à la conservation de fertilité, il faut mener une réflexion éthique qui intègre la temporalité et les moments de vie des personnes trans comme étant centraux. Et pour préciser ce que je veux dire par là et donner du corps à ça, en fait, quand on parle de préservation de fertilité et transition, notamment pour les personnes transmasculines, c'est fréquent que face à certaines techniques invasives et lourdes comme la stimulation ovarienne, les personnes transmasculines vont pouvoir prioriser la prise de testostérone et renoncer, ou en tout cas différer la conservation. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose de conserver ces gamètes pour un hypothétique potentiel projet parental. J'insiste sur l'hypothétique potentiel, parce que vu le contexte légal actuel, on peut mettre beaucoup de... C'est assez compliqué, quoi. Et c'est pas la même chose, du coup, que de faire une stimulation ovarienne juste avant de faire une PMA pour porter un enfant. En termes de pistes globales, on peut notamment penser dans la mise en place et la publicité, au sens de faire connaître, de certaines pratiques comme la possibilité explicite de commencer le traitement hormonal avant une possible conservation et de préserver pendant le traitement hormonal, ce qui est des choses que j'ai pu observer. Et puis de faire une pause, mais ou alors de conserver même pendant le traitement hormonal, ce qui se fait d'ailleurs à certains endroits. On peut aussi penser plus largement à des questions de recherche fondamentale et appliquée en biologie pour pousser à réfléchir à des techniques de préservation et ou de PMA qui soient moins lourdes et mieux adaptées aux temporalités des parcours de vie. Et c'est quelque chose qui pourrait en fait aussi bénéficier aux femmes cis pour alléger le poids de la médicalisation, parce que c'est des questions qui ne concernent pas en fait que les personnes trans. Et ensuite, bien sûr, il y a la question de la formation de l'ensemble des personnels soignants à la santé trans, donc les questions reproductives, et ça pourrait résoudre en fait aussi cette question de qui doit informer comment. Et enfin, pour finir, bien sûr, il y a la question de l'évolution des droits et la fin de la législation discriminatoire transphobe actuelle, mais ça, c'est en fait une affaire de lutte, comme toujours. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. On va accueillir maintenant Arnaud Régnier, qui est maître de conférences universitaires, praticien hospitalier, biologiste spécialiste de la reproduction, en diagnostic pré-implantatoire au CECOS du CHU de Nantes, et Sylvie Morel, qui est maîtresse de conférences en sociologie, chercheur au CENS, dont je n'arriverai pas à prononcer le nom décidément, pour nous présenter la présentation suivante, l'accès à la préservation de fertilité par les personnes trans, le rôle des professionnels, et on passe au vôtre. Voilà. Ouais. Alors, notre intervention, elle porte dans la continuité de ce qu'a dit Jeanne. Cette fois-ci, elle porte plutôt sur le rôle joué par les professionnels dans l'effectivité de l'accès aux soins procréatifs des personnes trans. Une approche qui est apparue intéressante au regard de la littérature qui documente largement les pratiques de discrimination qui empêchent l'accès aux droits, dont le droit à la santé des personnes minorisées. Et donc, notre propos va s'articuler en 4 points. On va tenter de respecter le temps. Le premier point, c'est la variété des pratiques des CECOS avant la loi de bioéthique en 2021. L'état des lieux, en deuxième point, l'état des lieux des pratiques après la loi de bioéthique de 2021. Donc une enquête par questionnaire menée auprès de 40 centres de préservation de fertilité que nous présentera dans les grandes lignes Arnaud. Le troisième point, comprendre une minorité politique professionnelle, j'y reviendrai. Et le quatrième point, c'est comment le service, le CECOS en l'occurrence, s'est organisé concrètement pour rendre effectif l'accès aux soins reproductifs des personnes trans. Alors s'agissant du premier point, donc dans un article publié en 2021, des professionnels de 21 CECOS en France mentionnent que depuis 2018, des CECOS ont été contactés par des endocrinologues, des psychiatres et chirurgiens pour discuter de la parenté et des procédures de fertilité avec des personnes trans. Les auteurs précisent que jusqu'à cette date, donc 2018, cette prise en charge était rarement proposée aux personnes trans au sein des CECOS, en dépit des recommandations édictées 20 ans auparavant et réitérées en 2012 par l'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres. Mais aussi en dépit des recommandations du Défenseur des droits de 2015, qui s'est prononcé en faveur de la congélation des spermatozoïdes pour les femmes trans, puisque c'est venu d'abord là. Avis favorable réaffirmé dans sa décision cadre de juin 2021.
Cependant, les recommandations n'ont pas valeur d'obligation. Donc, dans ce cadre juridique non contraignant, l'accès à l'autoconservation des gamètes par les personnes trans en 2018 reste donc soumis à l'appréciation, à la discrétion, on peut dire encore à l'arbitraire des professionnels de ces causes. En conséquence, comme le souligne le juriste Benjamin Moron-Puech, en 2018 encore, 2019, selon les sécos et les personnalités, vous pouvez avoir accès ou non à la conservation de gamètes. Si bien que selon leur lieu de résidence, des hommes et femmes trans sont confrontés ou non à des refus de préservation de fertilité. Et comme le raconte un professionnel, les débuts de prise en charge étaient vraiment basés sur la bonne volonté de chacun, en fait. Et donc, il y avait un flou juridique qui a produit là un espace politique, c'est-à-dire un espace dans lequel s'exprime le pouvoir médical, finalement, de gouvernement de la vie dans sa dimension procréative, et un pouvoir qui trace ou non d'ailleurs, une ligne de partage entre ceux et celles considérés comme légitimes, là, à autoconserver les gamètes, mais c'est surtout, au-delà de l'autoconservation, ce qui posait problème, c'est l'utilisation et donc la procréation. Et pour Véronique Drouineau, qui est co-responsable de la commission d'éthique de la Fédération des sécos, il ne s'agit pas de discrimination. Chaque médecin a la liberté de prendre en charge tel ou tel patient, nous dit-elle, pas de manière systématique, mais plutôt au cas par cas. Donc on voit bien l'espace politique ici. Ainsi, l'accès à la congélation de gamètes des personnes trans se limite en 2018 à quelques centres. Ces centres sont minoritaires au sein de la Fédération des sécos, qui est une société savante dont les membres sont, pour reprendre les termes de plusieurs professionnels, très conservateurs. Et donc, qu'en est-il après la loi de bioéthique de 2021 qui réaffirme cette fois-ci clairement que la mention de sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'autoconservation des gamètes? Est-ce qu'il y a toujours une variété de l'accueil des personnes trans dans les centres de préservation de fertilité en France? Et là, c'est l'enquête menée par Arnaud qui va pouvoir nous donner quelques éléments. Donc en fait, on a rédigé un questionnaire qu'on a envoyé à l'ensemble des centres autorisés pour la préservation de la fertilité en France, donc 52 centres. Je ne vais pas parler de sécos, puisqu'en fait, les sécos, ce sont des centres, c'est une association de centres, souvent dans des CHU, et il y a plein d'autres structures médicales dans lesquelles on peut également conserver des gamètes. Ce sont des centres d'AMP qui ont une autorisation par l'Agence régionale de santé pour la préservation de la fertilité et qui ne font pas partie de la Fédération des sécos. Je crois qu'il y a à peu près 33 centres dans la Fédération des sécos. Donc vous voyez, il y en a 52 au total autorisés en France. Et donc sur ces 52 centres, on a obtenu 40 réponses. Hop. Alors il y a un petit problème, normalement il y a un graphique. Est-ce que vous avez la version PDF dans vous? Non, c'est bon. Ok. Je l'ai sur ma clé, je peux juste le... Faut que je meuble en attendant. Donc c'est un centre de conservation des œufs et du sperme, c'est normal de trouver des personnes conservatrices là-bas. Apparemment. Mais c'est ce qu'a dit Arnaud est important, puisque là, souvent on parle des sécos comme si ils représentaient l'ensemble des centres de préservation de fertilité. Il faut bien avoir en tête que c'est une société savante, ce que m'a raconté un professionnel, et on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais à un moment donné, il fallait y adhérer pour des raisons de carrière. Notamment, c'était mieux d'adhérer à la Fédération des sécos, qui, de fait, a eu un monopole pendant un temps. D'accord, ce document-là, je l'ai. C'est lié à l'utilisation de techniques qui sont pas dans les normes en défense. Donc si, à moins d'avoir l'image originale. J'ai fait une présentation en micro-grec, je pense que j'ai le PDF si vous voulez accès.
Alors, c'est à peu près le graphe que je voulais montrer, mais pas tout à fait. Donc en fait, on voit ici en bleu l'ensemble des demandes de préservation de la fertilité pour une congélation de spermatozoïdes pour l'année 2021 et en orange le nombre de congélations vraiment réalisées. Sur le graphe que je voulais vous montrer, on avait aussi l'activité globale de ces centres en congélation de spermatozoïdes hors indication trans. Et ce qu'on peut voir en fait sur ce graphe, c'est qu'il y a une grosse disparité en termes d'activité entre les centres, avec quelques centres qui paraissent monopoliser un petit peu l'activité de congélation de sperme par rapport à d'autres. Ce qui était assez étonnant sur le graphe que je voulais vous montrer avec la troisième donnée, c'est qu'il y a des centres en fait qui ont une activité globale de préservation de la fertilité qui est vraiment très importante, notamment quelques centres présents dans des grosses métropoles qui en tout cas qui déclarent ne pas avoir de demande ou très peu de la part de personnes trans, ce qui paraît assez étonnant en vue de la population dans ces villes. Et à l'inverse, dans les centres qui ont une activité assez conséquente en termes de congélation de spermatozoïdes pour les personnes trans, des centres qui sont situés parfois dans des villes de moindre taille, qui seraient peut-être du coup considérés un peu comme des centres experts en France, ou en tout cas dans lesquels les personnes trans seraient bien accueillies. Et donc... j'ai pas accès à l'image. Donc il y avait la même chose pour la congélation des ovocytes avec. Donc ça c'était sur les délais de rendez-vous. On voyait que pour la congélation des spermatozoïdes, en gros, il y avait à peu près 15 jours de délai de rendez-vous avant une première information et en général moins de 15 jours avant le rendez-vous de congélation de spermatozoïdes, ce qui paraissait compatible en tout cas avec l'initiation d'un traitement et pas trop retarder la prise en charge. Tac. Et donc c'est la même chose pour les ovocytes. On voit qu'il y a moins de centres qui déclarent avoir eu des demandes de prise en charge. Et toujours la même chose, on voit que quelques centres monopolisent un petit peu l'activité. La différence avec les spermatozoïdes, mais Jeanne en a parlé, c'est qu'on voit bien qu'il y a une grosse diminution du nombre de congélations d'ovocytes faites par rapport aux personnes qui étaient venues en consultation d'information. Et donc beaucoup de personnes qui viennent en consultation d'information mais qui renoncent à leur projet de préservation de la fertilité. Mais ça, c'est très bien décrit dans la littérature et c'est lié surtout à la complexité du suivi pour la stimulation ovarienne et puis les délais de prise en charge. On va le voir sur la diapo d'après. Pourquoi non consenti ? Oui, alors ça, c'est certainement une erreur de réponse de la part... Et là, si on s'intéresse au délai de rendez-vous, on voit que pour les ovocytes, c'est pas du tout la même histoire que pour les spermatozoïdes, puisque en général, il y a plus d'un mois ou au moins un mois avant d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste de la fertilité, et que le temps entre la consultation et la congélation des ovocytes peut aussi dépasser un mois, ce qui peut ne pas être compatible avec l'initiation d'un traitement hormonal, et donc des personnes peuvent renoncer à la congélation des ovocytes du fait de ce délai trop long pour accéder à la congélation. Donc je pense qu'on peut revenir sur l'autre présentation. Ouais, c'est le bilan du questionnaire. Il y a aussi des disparités du mode d'adressage. En fait, on sait qu'il y a des centres qui voient tous les patients et patientes pour information et d'autres qui ne voient que les personnes qui veulent congeler. Donc ça peut faire varier les résultats. On a parlé de la notion de centre de référence, donc quand même quelques centres qui ont l'air de monopoliser un petit peu l'activité. Des disparités géographiques, il y a des zones vides sur le territoire, donc il y a des régions assez importantes dans lesquelles il n'y a a priori pas de possibilité de congélation, des variabilités importantes dans les délais entre les centres. Ce qu'on ressortait de l'enquête, c'est que les centres dits experts, entre guillemets, semblaient quand même offrir une offre de soins adaptée aux personnes trans avec une volonté de limiter justement les délais de consultation dans cette indication. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un constat, c'est qu'il y a des pratiques variées, des sécos concernant la prise en charge des personnes trans. Et donc, mon interrogation était assez simple. C'est qu'est-ce qui fait qu'un centre va prendre en charge des personnes trans pour l'autoconservation des gamètes, notamment dans le cadre d'un contexte juridique qui est non contraignant.
Et l'hypothèse principale qui ressort, enfin c'est une enquête qui est en cours, donc qui est en discussion, en réflexion, dans un sécos, au sein d'un sécos qui accueille des personnes trans depuis 2018, c'est que ces pratiques d'accueil s'inscrivent donc dans une politique du service, un déjà-là politique qui a rendu possible l'effectivité de l'accès à la préservation de fertilité pour la personne trans. Dit autrement, la prise en charge des personnes trans s'inscrit dans une continuité de pratiques dans ce service. Elle ne constitue pas une rupture ou une révolution des pratiques dans ce centre. Par exemple, bien avant la loi de bioéthique de 2021, les professionnels de ce service accueillaient les couples de femmes et les femmes seules qui souhaitaient avoir des conseils. Ils faisaient le maximum dans le service pour le suivi, échographie, prise de sang, et l'acte d'AMP se faisait à l'étranger avec un réseau de professionnels qu'ils connaissent. Et cette situation était qualifiée de grande hypocrisie par une technicienne de laboratoire, par exemple, et quant au chef de service, il la qualifie de foncièrement inégalitaire. De même, un peu avant 2004, dans ce service, ils ont commencé à accueillir les premières demandes d'AMP avec sperme de donneur des couples composés d'une femme cis et d'un homme trans. Toutefois, étant dépendants d'un autre sécos pour avoir les paillettes de sperme, ils adressaient ces couples à Cochin, car le sécos dont ils dépendaient refusait de prendre en charge ces couples. Et donc, à partir de 2008, où ils se sont autonomisés, là, ils ont pu accueillir ces couples. Et donc, c'est dans la continuité de ces pratiques que s'inscrit en 2018, que s'inscrivent les premières rares demandes de préservation de fertilité des personnes trans, qui sont alors adressées par une endocrinologue qui a travaillé dans ce service. Il y aurait eu ensuite un bond des demandes juste avant le Covid, avec 1 à 2 demandes par semaine. Et pourquoi ce bond ? Je demande leur avis, et une technicienne de laboratoire me dit « Je pense que l'information, c'était ici, dans le service d'AMP, on prend en charge sans vous juger, vous pouvez y aller, venez comme vous êtes ». Un médecin biologiste exprime la politique du service dans des termes très proches. Ça a toujours été une volonté clairement affichée de respecter le libre arbitre des personnes qui viennent nous voir en consultation et qui ont leur projet parental, et que ce n'est pas à nous de juger de la capacité ou non d'une personne à être parent et à aimer son enfant. Donc le mot d'ordre, c'est que chaque désir d'enfant doit être accueilli, c'est le mot d'ordre du service. Et comme le souligne le chef de service actuel, tous les projets parentaux sont respectables. Et s'agissant de l'accueil des personnes trans, il affirme que dans le service, on n'a quasiment rien fait. C'est pas qu'on s'en foutait, c'est que c'était quasiment naturel. Certes, certains professionnels sont moins à l'aise que d'autres dans ce service, dans la prise en charge des personnes trans, mais ils et elles inscrivent leurs pratiques dans cette politique du service. Et donc maintenant, je laisse la parole à Arnaud pour qu'il décrive la manière dont le service, justement, s'est organisé pour accueillir les personnes trans. Donc même si le chef de service dit qu'on n'a pas fait grand-chose, il y a quand même eu un travail assez important, notamment auprès du secrétariat et des personnes paramédicales. Il faut savoir que dans un service d'AMP, depuis de nombreuses années, l'habitude c'était de recevoir des couples hétérocisnormés infertiles pour un désir d'enfant. Et il y a quand même des habitudes un peu automatiques qu'il a fallu gommer, non seulement pour les personnes trans, mais aussi pour les couples de femmes ou les femmes célibataires depuis la loi de bioéthique. Ce qui a été facile dans le service, c'est que pour le coup, la légitimité de l'indication de congélation dans le cadre de la transidentité était reconnue comme légitime par tous les praticiens. Il n'y a pas vraiment eu de débat à ce sujet. Lorsqu'on reçoit des personnes trans en consultation, on les interroge pas du tout sur leur transition, leur parcours. En fait, on est vraiment face à une indication médicale de préservation de la fertilité. Il y a un traitement qui va être à l'origine d'une altération de la fertilité, que ce soit un traitement hormonal ou un traitement gonadotoxique. Pour nous, c'est la même chose. Et donc, on va pas être intrusif, en tout cas, avec nos patients et nos patientes. De la même façon, contrairement à d'autres centres, on n'oblige pas du tout, on n'impose pas une consultation avec un psychologue dans le service pour parler de la préservation de la fertilité, ce qui est une bonne chose, je pense, à mon sens, de pas trop alourdir le parcours de préservation de la fertilité pour ces patients et ces patientes. On a revu l'ensemble de nos formulaires et consentements, donc qui sont rédigés de manière inclusive, et puis on essaye vraiment de faciliter la prise en charge des hommes trans lorsqu'ils veulent congeler leurs ovocytes, et donc on réalise les échographies par voie abdominale et non par voie vaginale, et les ponctions sont réalisées sous anesthésie générale, et c'est assez apprécié par les patients. Il y a certains gynécologues dans d'autres centres qui
préfèrent poursuivre les échographies par voie endovaginale. Donc juste quelques chiffres sur notre activité, c'est pas non plus une activité hyper importante, hein. Vous voyez, par an, on a à peu près 30 à 50 personnes qui viennent en consultation pour congeler les spermatozoïdes et un petit peu moins pour la congélation des ovocytes. Donc dans les perspectives à court terme, là, on va rencontrer les assos locales justement pour leur expliquer les possibilités et limiter le risque de discours erronés, notamment sur les possibilités d'assistance médicale à la procréation, puisqu'il y a des prises en charge qui débutent là, notamment avec des réutilisations de spermatozoïdes chez des femmes trans qui ont congelé avant le traitement hormonal et qui ont changé leur état civil. Et donc c'était pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce qui est possible, ce qui n'est pas encore possible au vu de la loi. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Tout d'abord, mes excuses pour le problème technique. Donc c'est pour ça que vous avez eu un peu de temps supplémentaire pour pouvoir conclure votre présentation. Avec un public reportage pareil, je ne suis pas surprise que vous ayez les chiffres que vous avez. Ça fait vraiment envie d'y aller. Quand on compare aux autres retours de Sécos. La présentation suivante est de la part de Marie, et j'ai peur de mal prononcer. Dri. Mais non, pas peu importe, enfin. Pardon. Doctorante en droit à l'université McGill à Montréal et l'université Paris-Nanterre à Nanterre. Et voilà, c'est parti. Oui, merci. Et merci pour la participation à ce panel. Donc moi, je vais vous parler de l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité de la part des personnes qui sont déjà parents trans, donc en France et au Québec. Donc cette présentation, elle est issue de mon travail de thèse qui porte donc sur les espaces de friction entre le droit et le vécu des parents ou des parents en devenir trans. Et donc pour comprendre ces espaces de friction, je mène actuellement des entretiens individuels semi-dirigés donc avec des parents. Et de ces entretiens émerge notamment la question donc de la préservation de la fertilité. Donc aujourd'hui, je vais m'appuyer à la fois sur mes données empiriques et sur le droit positif en vigueur en France et au Québec, donc les lois et réglementations, pour démontrer que malgré donc une ouverture progressive aux personnes trans des soins de préservation de fertilité et un cadre juridique qui peine à, on l'a un petit peu déjà dit, mais qui est de plus en plus explicite, l'accès à ces soins, il reste dans les faits semé d'embûches. Donc d'abord, en vertu de quelles dispositions les personnes trans ont-elles accès aux méthodes de préservation de la fertilité en France et au Québec? Donc en France, c'est avec la révision de la loi de bioéthique en 2021 que l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité devient explicitement garanti par la loi pour les personnes trans ayant recours à donc un traitement médical qui a donc des effets négatifs sur la fertilité. Cette révision, elle modifie donc l'article L2141-11 du Code de la santé publique en ajoutant un alinéa 5 qui dispose « La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application du présent article ». Cette formulation, elle est plutôt maladroite puisqu'il semblerait plus opportun de garantir l'application de cet article donc dans le cas d'un parcours médicalisé de transition qui pourrait donc impacter la fertilité, plutôt que, comme c'est le cas actuellement, dans le cas d'un changement de marqueur à l'état civil effectué, qui finalement n'est pas nécessairement conjugué à une transition médicale. Au Québec, on ne trouve pas de disposition explicite qui garantit l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité aux personnes trans. Il existe une loi provinciale québécoise de 2009 qui donne pouvoir au Collège des médecins du Québec d'adopter des lignes directrices concernant l'accès à ces traitements et de voir à leur application. Donc il existe un guide d'exercice du Collège des médecins au Québec, enfin plutôt l'ancien guide, qui porte donc sur les activités de procréation médicalement assistée, mais qui est en cours de mise à jour, donc actuellement plus disponible. Mais cet ancien guide nous disait donc que les soins étaient offerts à tous pour pallier à l'infertilité médicale et sociale. Donc on peut, je pense, en déduire que l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité est acquis pour les personnes trans au Québec. Donc, des dispositions existent qui permettraient donc l'accès à ces méthodes de préservation de la fertilité, mais est-ce que des protections pour garantir cet accès ont été mises en place dans la législation?
D'abord, en ce qui concerne la prise en charge des coûts de la procédure de collecte et de préservation, qui est un aspect évidemment important pour garantir l'accès à tous. Une personne avec qui j'ai fait un entretien, qui est un homme trans qui habite au Québec, m'a expliqué ne pas avoir fait cette démarche donc, de conservation, puisque, je cite, parce que dans ce temps-là, c'était pas couvert. Je m'étais informée et je pense que c'était comme 400 $ par année. Puis tu sais, c'est quand même une procédure qui est douloureuse, puis on dirait que ça aussi, ça me bloquait. Si j'avais commencé ma transition plus jeune, puis ça avait été couvert, probablement que je l'aurais utilisé. Au Québec, c'est la loi 73 de 2021 qui a modifié l'article 34-9 du règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie pour permettre que désormais, les services requis à des fins de préservation de la fertilité, avant tout traitement gonadotoxique, sont donc couverts par le règlement de l'assurance maladie du Québec. Cet article, encore une fois, il est lui aussi un petit peu mal rédigé pour garantir donc l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité, puisque certains traitements qui vont être mis en place au cours de transitions médicales peuvent influencer la fertilité, mais ne seraient pas nécessairement gonadotoxiques. Mais il semble qu'encore une fois, la volonté du législateur, elle était bien ici d'inclure les personnes trans. J'en veux pour exemple un communiqué de presse du ministère de la Santé et des Services du Québec, en date du 11 mars 2011, qui explicitement nous dit que cette réforme élargit la couverture aux personnes trans. Donc il semblerait que c'était bien là la volonté du législateur de garantir cet accès, malgré une rédaction, encore une fois, un petit peu maladroite. En France, c'est l'article L160-8 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité sont couverts par le régime de la sécurité sociale, sauf si cette conservation n'est pas d'indication médicale, mais ce n'est pas le cas ici, on vient de le rappeler. Un deuxième aspect important donc, pour permettre l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité, c'est l'accès à des informations, ce dont Jeanne a un petit peu parlé au début, quant à la possibilité donc, de bénéficier même de ces services. Plusieurs enquêtés en France et au Québec m'ont expliqué n'avoir reçu aucune information quant à la possibilité de bénéficier de tels services. D'autres m'ont rapporté avoir eu des informations dans le cadre d'une procédure dite de consentement libre et éclairé au Québec. Cette procédure, elle est encadrée par le Code de déontologie des médecins québécois qui s'applique en vertu de l'article 1457 du Code civil. Et donc ce consentement, il doit être libre donc, de toute contrainte et éclairé en ce que la personne qui consent doit avoir l'information nécessaire pour prendre une décision, donc en toute connaissance de cause concernant les risques encourus et les traitements pour pallier à ces risques. En France, c'est l'article L1111-2 du Code de la santé publique qui dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et que cette information, elle porte entre autres sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'il comporte. Donc ce corollaire à ce droit à l'information du patient, c'est le devoir d'information des médecins, qui est également explicitement reconnu par le Code de déontologie des médecins, à l'article R4127-35, qui dispose le médecin doit à la personne qui l'examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée. Cette formulation, elle est reprise en particulier dans l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonne pratique et biologique d'assistance médicale à la procréation. Donc, quels obstacles persistent alors, puisqu'il semblerait que l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité est garanti, ou du moins est possible d'après la législation. Ces méthodes sont couvertes par les régimes d'assurance maladie et l'obligation serait obligatoirement donnée aux patients. Quel obstacle persiste alors ? Il ressort de mes données qualitatives que déjà l'accès à l'information reste très difficile. Plusieurs enquêtés m'ont rapporté ne pas avoir reçu d'informations sur la possibilité d'entreprendre ces démarches. Pour certains qui résident en France, ce manque d'informations s'explique par le fait que l'AMP est par la suite difficile, voire impossible, du fait soit des dispositions en vigueur pour les hommes trans ou de croyances persistantes des médecins qu'une transition médicale est synonyme en fait, de l'abandon d'un désir d'enfant. Donc à ce sujet, Lucas, un homme trans dans la vingtaine, qui a déjà donc un enfant de 8 ans et habite en France, m'a confié qu'il aurait souhaité faire un deuxième enfant par PMA. Il explique, arrivé tout gentil, tout fier, en disant « j'aimerais bien un deuxième enfant, mais j'aimerais bien un petit peu d'aide parce que ça va être compliqué ». Voilà, on a l'impression qu'on demande un chèque de 3 milliards d'euros et on vous envoie royalement chier, en disant que c'était soit la transition, soit avoir un enfant. Et entre guillemets, c'est pas normal de vouloir les deux.
Je suis passée par la case IVG à une certaine époque en tant que personne trans et je me suis déplacée à l'hôpital et j'ai été confrontée à quelqu'un qui me disait « Mais enfin, vous n'avez pas à vous retrouver dans une situation comme ça. C'est juste pas possible. Vous avez fait un choix, donc maintenant vous assumez ce choix-là et vous faites une croix sur les enfants et c'est comme ça. » Donc que ce soit médical, social, familial ou autre, on est confronté malgré tout au fait que apparemment, c'est pas normal de vouloir encore devenir parent et transitionner en même temps. Donc il semble qu'au-delà du droit positif qui empêche explicitement l'accès à la PMA à certaines personnes trans, des croyances et discours normatifs persistent aussi autour de l'impossibilité de conjuguer transition médicale et parenté, en particulier au sein du milieu médical. Un autre obstacle qui empêche l'accès à ces méthodes de préservation de la fertilité pour les personnes trans, c'est la cisnormativité et hétéronormativité des procédures et discours médicaux. Dans le cas, par exemple, de la préservation de la fertilité pour les femmes trans, l'expérience de récolte de sperme est parfois inconfortable, voire impossible, du fait que la procédure et le personnel de santé ne semblent envisager que des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Amélie, une femme trans d'une 40aine d'années qui habite au Québec, raconte par rapport au processus de prélèvement de gamètes qu'elle a essayé de suivre dans le cadre de son traitement pour un cancer. « On a voulu me mettre justement dans cette préservation. Et bon, j'ai échoué. C'était d'ailleurs un signe qui était évident de ma transidentité et que je ne voyais pas. Disons que c'est très orienté masculin, c'est-à-dire on a assumé que j'étais une personne très très cis et masculine, et donc j'ai pas véritablement réussi. Cette cis et hétéronormativité est également visible dans la prise en charge médicale de la transition. Dans ce contexte, la norme cis hétérosexuelle du discours médical se manifeste sous la forme d'une insistance sur la dualité des sexes, basée donc sur une binarité stricte et rigide entre deux pôles sexués opposés. Sam, un homme trans d'une 40aine d'années qui habite en France et a commencé son hormonothérapie il y a plus de 5 ans, m'explique. Quand j'ai commencé, il fallait faire semblant de vouloir une super binarité, parce que c'est ça qu'il voulait entendre, le médecin quoi. Si je lui avais dit « j'ai envie d'avoir un enfant », je pense qu'il aurait refusé de faire une transition, de me donner des hormones. Sam raconte donc avoir eu peur de tenir un discours jugé féminin quant à son désir d'enfant, et s'être donc gardé de le mentionner à l'endocrinologue afin de ne pas mettre en péril son accès à l'hormonothérapie. Ici donc, la cis et hétéronormativité du discours médical prend la forme d'une exigence de binarité, de présenter un corps, un discours monosexué, qui correspond donc à une différence des sexes dite ordinaire. Donc pour reprendre rapidement, il ressort de mon étude 3 barrières majeures à l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité pour les personnes trans qui sont déjà parents pour la plupart. Un manque d'information, voire même un discours médical anachronique sur l'impossibilité de devenir parent post-transition, à la fois en France et au Québec. Une préservation jugée ou dite inutile dans certains cas en France, puisque l'accès à la PMA reste restreint. Et des procédures médicales cis-hétéronormées, à la fois en France et au Québec. Pour conclure, bien que le cadre juridique qui régule l'accès aux méthodes de préservation de la fertilité s'ouvre pour autoriser l'accès à ces soins, ce cadre il reste peu accueillant puisqu'il ne dérégule pas réellement la cis- et hétéronormativité des processus, lieux et discours autour de la préservation de la fertilité, mais n'admet que marginalement une forme d'invasion des personnes trans dans ces soins, pensés par et pour les personnes cis. C'est pour ça que les parents ou parents en devenir trans mettent donc en place des stratégies d'arrangement pour accéder malgré tout à ces moyens de préservation et à la MP. Ces arrangements ils prennent par exemple la forme d'accès à l'information par des moyens informels, donc que ce soit communautaire ou par le biais de réseaux sociaux. Ces formes d'arrangement, ça peut également être des formes de modification, donc des timings de transition, ce que certains appellent la course contre la montre, où il est question par exemple de bénéficier d'un accès à la PMA avant le changement de marqueur de sexe, puis faire le changement de marqueur de sexe pendant la grossesse pour essayer d'obtenir une filiation concordante. Enfin, il y a tout un mécanisme de bricolage avec le timing des formes de transition pour réussir donc à accéder à la parenté et encore des contournements, donc des arrangements par le biais de contournements des dispositions nationales, donc en allant déjouer les limitations de la loi française en particulier par le biais du tourisme procréatif très souvent en Belgique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui. On va écouter maintenant Solène Gouillère, docteur en sociologie à l'Université de Genève, Institut des études genre, j'aime beaucoup le titre, et Raphaël Albosper, au même endroit. Voilà.
Et c'est à vous. Et vous pouvez les avancer là. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup d'une part pour d'être là et merci à toutes les personnes qui ont présenté avant nous, qui ont déjà apporté énormément de contenu et ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Donc nous, on a travaillé sur les mêmes objets pour les cas suisses et français, donc dans une équipe de chercheuses depuis l'Université de Genève. Et puis ce qu'on a envie de vous présenter maintenant, comme déjà beaucoup de choses ont été dites, enfin qu'on a envie d'amener en discussion, c'est la brochure qu'on est en train d'essayer de construire, en particulier avec Raphaël, une brochure de restitution en fait des résultats de cette enquête qui a pour vocation de toucher un public plus large qu'un public académique classique. On a aussi fait le jeu du public académique classique, mais voilà. Notamment parce qu'en cours de notre enquête, les personnes, elles nous ont posé aussi énormément de questions sur qu'est-ce que disaient leurs collègues ou qu'est-ce que disaient des juristes. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen de rendre compte de l'enquête et on va le faire par des dessins. Donc là, c'est les premières pages de la brochure. Je le redis, elle est en travail. C'est Raphaël qui fait tout le graphisme et les dessins. Donc on serait aussi très intéressé d'avoir des retours, même si en 12 minutes, on va vous présenter que quelques petites choses. Mais voilà, n'hésitez pas autant sur le fond que sur la forme. OK. Oui, vous avez reconnu Emmanuel qui est là, qui est avec nous au début, Emmanuel Bobati. Et puis vous nous direz si vous le reconnaissez suffisamment. Donc voilà, ça c'est une autre la seconde page peut-être, la troisième page de notre brochure qui veut présenter l'enquête. Ça me permet de vous en dire quand même quelque chose. Donc dans cette enquête, vous l'avez, ça a été déjà extrêmement bien dit comment historiquement les personnes trans ont fait l'objet de discrimination, d'injustices reproductives extrêmement marquées, et c'est toujours le cas, face notamment à des infrastructures à la fois juridiques et médicales cis hétéronormatives. C'est encore plus le cas probablement pour ce qui concerne la fertilité, la reproduction, le faire famille. Mais on a cherché à se décaler un tout petit peu, peut-être de ce cadrage, en essayant de se dire comment font les personnes qui pratiquent, qui accueillent des personnes trans dans les lieux de fertilité d'une part, comment font les personnes qui vont avoir accès à ces technologies, et qu'est-ce qu'en disent des experts du droit, expertes qui sont favorables aux questions des droits reproductifs. Notre souci, ça a été comment est-ce que nous, comme chercheuses, on peut aussi participer à soutenir en fait, d'autres formes de récits et mettre en lumière peut-être des pratiques qui existent moins aussi, bien évidemment, y compris dans des lieux peut-être moins politisés, voire des lieux à la base discriminants, voire violents. On le sait que sont, par exemple, le cabinet médical. Donc, dans l'enquête, concrètement, on a mené des entretiens auprès de professionnels de santé très divers en Suisse et en France, des experts du droit, et puis des membres actifs d'associations trans, et également de 12 personnes trans qui ont, pour la plupart, congelé des ovocytes ou des spermatozoïdes, ou qui pensent, en tout cas, qui pensent le faire. Tu me dis, Raphaël, si je dis une bêtise. Donc, pour donner quelques petits résultats sur ces différents terrains qu'on a menés, alors déjà, du point de vue, par rapport aux personnes trans, ça nous semblait très important de rendre compte du fait, même si je ne vais pas du tout avoir le temps de tout dire, mais peut-être de dire qu'il y avait une très grande diversité, même par les 12 personnes qu'on a rencontrées, une très grande diversité de questions en fait, que pose le fait de se poser la question est-ce que je veux faire autoconserver ou pas mes gamètes. Ça pose tout un tas de questions très diverses qui concernent qui peuvent être directement en lien avec le parcours d'affirmation de genre, comme n'être pas en lien, ou en tout cas de manière moins d'emblée, je dirais. Donc là, il y a quelques... Les dessins que tu as faits, Raphaël, cette fois, vous ne reconnaîtrez pas les personnes parce que les dessins sont aussi anonymisés, donc c'est des reconstitutions. En revanche, les verbatims, c'est des extraits de ce que les personnes ont pu nous dire sur cette question.
Et ce qui nous a intéressés, c'est notamment de montrer en fait comment les personnes elles rendent compte de la manière, elles-mêmes elles rendent compte de la manière dont leur désir, par exemple leur désir d'enfant, leur désir de faire famille, leur désir d'une filiation biogénétique ou pas, leur désir de conserver donc des gamètes, elles sont très travaillées par le contexte politique, social, culturel dans lequel on évolue. Par exemple, certaines personnes ont fait valoir le fait qu'il y a aussi des enjeux structurels. Alors en Suisse, par exemple, je le dis d'emblée, la conservation des gamètes, c'est absolument pas pris en charge. Donc il faut se rendre compte que pour une personne qui souhaite conserver des ovocytes, c'est environ 6 à 7 000 €. Donc voilà, on peut voir que c'est une barrière économique qui est massive et qui fait que la question du est-ce que je veux le faire ou pas, pour beaucoup de personnes, en fait, c'est pas la question. C'est est-ce que j'y ai accès économiquement ou pas, et de fait, ça évacue en fait toute possibilité de se projeter. Pour d'autres personnes, c'est même pas la question de est-ce que médicalement j'ai accès, c'est plutôt des personnes qui vivent dans des précarités économiques qui sont importantes. Et une personne en entretien me disait, mais en fait, moi, je réfléchis toujours comment je vais manger à la fin du mois. Donc, le fait de me projeter en tant que famille, en tant que parent, de toute façon, c'est même pas la question. Pour d'autres, c'est aussi pas une priorité. Ce qu'on a aussi mis en évidence, c'est que pour d'autres qui peuvent y avoir accès pour différentes raisons, que ce soit en France, puisque c'est remboursé, ou en Suisse, parce qu'ils ont notamment du soutien des parents, certains me disaient, en fait, ça peut être un moyen de faire accepter la transition à mes parents et qu'ils me foutent la paix. Ça fait peut-être écho à Jeanne aussi, à des choses que tu as pu voir. On en a discuté tout à l'heure. Je sais que oui. Ça peut être aussi vu comme un projet aussi politique en fait de contestation des discriminations et des injustices reproductives, tandis que pour d'autres, ça peut être aussi de revendiquer plein d'autres manières, enfin plein d'autres. Elles sont quand même limitées, mais d'autres manières de faire famille qu'on essaye en tout cas de faire advenir, même si le droit a de la peine à les reconnaître en fait. Et puis, quelque chose qui nous a intéressés, je reprends par exemple la citation de Jean, là, qui est au milieu, qui me dit comment, au départ, lui-même, l'idée de préserver des ovocytes, il se disait, mais les ovocytes, en fait, c'est le genre féminin. Et moi, j'essaye de me détacher de ça. Donc, en fait, pour moi, ce n'était pas possible. Puis, au fur et à mesure de l'entretien, il m'explique comment il a évolué avec cette idée et finir par se dire, mais finalement, le fait de considérer que des ovocytes, c'est féminin, c'est une construction qui est culturelle, qui est sociale, qui est historique. Il y a plein de travaux en sciences sociales, mais lui-même faisait ce chemin-là en disant, mais nous, en fait, c'est aussi dans des cases qu'on veut nous enfermer, et c'est aussi des motifs pour nous, en fait, empêcher d'avoir accès à des choses. Et comment lui-même, finalement, il me disait, maintenant, j'ai changé d'avis, je suis OK avec ça, et même produisait des discours. Bon, lui, il a conservé, en l'occurrence, ses ovocytes. Il avait des discours super affectueux par ces petits futurs potentiels qui sont dans un frigo. Et c'était assez chou aussi, en fait, tout simplement. Certains des discours qu'on a pu récolter. Donc, voilà, donc ça, c'est des personnes. Et peut-être juste souligner que plusieurs de ces personnes ont relevé comment elles ont eu des parcours de discrimination, de violence médicale tout au long du parcours d'affirmation de genre, mais que... pour une partie d'entre elles qu'on a rencontrées, le moment de préserver les gamètes, ça avait été plutôt un moment hors du temps où elles avaient été très bien accueillies. Et donc, ça nous a pas mal intéressé de réfléchir à qu'est-ce que des professionnels, donc les plus favorables, je l'ai dit, ont pu mettre en place face à certains collègues aussi qui peuvent être très hostiles. D'ailleurs, tu en as, des personnes que tu as rencontrées l'ont dit, on a aussi ça dans nos données, mais comment face à des personnes hostiles au droit reproductif, notamment des personnes trans, comment ils font pour faire quand même advenir et rendre plus inclusifs les lieux. Et je te passe la parole. Merci. Alors oui, donc bonjour. On s'est intéressé aux médecins qui font les choses, qui veulent faire mieux, et donc pas aux médecins réfractaires, comme le disait Solène. Et donc pour la majorité de ceux qu'on a interviewés, la préservation des gamètes pour les personnes trans était cadrée comme une indication médicale. Donc pour eux, à la fois, il s'agissait d'une évidence, puisque les personnes sont amenées à prendre un traitement qui va altérer leur fertilité potentiellement, et aussi le cadrer comme une obligation professionnelle à orienter, informer des possibilités existantes et prendre en charge les personnes. Donc on donne l'exemple du docteur Lefebvre qui dit que ça fait vraiment partie des guidelines et qui considère que ce serait une faute de ne pas au moins informer les personnes avant de démarrer un traitement hormonal de cette possibilité. Donc il s'agit en quelque sorte de faire redescendre la préservation de fertilité dans l'éthique professionnelle et surtout dans le champ de la pratique ordinaire. Il y a des incertitudes sur l'utilisation future des gamètes préservés, mais
Ces médecins rappellent que le taux d'utilisation des gamètes conservés, que les patients soient trans ou non, est de toute façon très faible. La préservation est définie comme un soin à part entière en lui-même qui peut aider à mieux vivre des parcours médicaux. On prend l'exemple de la docteure Perrin qui resitue cette pratique de la préservation pour les personnes trans dans le champ des pratiques routinières en disant que ça fait partie du job de congeler beaucoup indépendamment de l'utilisation. De notre point de vue, c'est un moyen pour ces professionnels de désamorcer les débats que peuvent avoir certains de leurs collègues plus réticents en restant vraiment sur le terrain des pratiques médicales concrètes et en sortant de la question d'un terrain idéologique plus général. Ces soignants se dégagent donc d'une position qui serait moraliste, abstraite, pour s'engager en pratique à normaliser la préservation de fertilité pour les personnes trans, donc pour en faire un enjeu de soin en soi. D'autre part, il s'agit de permettre aux personnes de se projeter dans une filiation biogénétique, comme pour toute personne cisgenre. Donc un moyen d'ouvrir des possibles qui relève pour ces professionnels donc de leur responsabilité médicale. Et ces soignants se rendent notamment sensibles à de nouvelles conceptions et manières de voir les gamètes et les organes reproducteurs, plus associés automatiquement à un genre. Et en ce faisant, ils se permettent de considérer que les ovocytes ne sont pas par essence féminins, que les spermatozoïdes ne sont pas par essence masculins. Cependant, ces soignants agissent dans des infrastructures qui ne sont jamais neutres, mais dans lesquelles les normes morales et idéologiques sur le genre et la reproduction sont distribuées dans la matérialité des lieux, donc les documents administratifs, les techniques, les protocoles médicaux, etc., les formulaires. Et les soignants se heurtent donc à la cis-hétéronormativité des infrastructures, dont on a déjà pas mal entendu parler, et qui participent au maintien de certaines injonctions normatives qui peuvent à tout moment contribuer à réassigner les personnes, leur faire violence, voire créer des barrières d'accès. Donc il s'agit pour eux de travailler à former un safe space, pour reprendre les termes d'un enquêté. Donc là, on montre deux exemples à droite de situations qu'on voudrait mettre en scène dans la brochure, la salle d'attente et le bureau d'accueil. Donc il va s'agir de repenser les espaces, les outils administratifs pour les rendre inclusifs, ou à défaut de pouvoir les changer dans l'immédiat, trouver des astuces pour éviter des situations qui risquent de mettre mal à l'aise les personnes. Donc par exemple, ajouter une note dans un dossier pour une personne dont l'état civil n'aurait pas été modifié, pour s'assurer que les bons prénoms et pronoms vont être utilisés par toute l'équipe médicale et administrative, contourner le logiciel comme on peut, veiller à la civilité dans les lettres administratives, etc. On n'a pas le temps de parler de tout, ça a déjà été un petit peu évoqué précédemment, mais il s'agit aussi d'adapter les gestes techniques et les protocoles, de proposer des alternatives à certains gestes, de ne pas imposer des gestes, de rendre l'expérience la plus positive possible. Pour mettre en œuvre ces chantiers, il y a un travail aussi très important de la part d'associations trans dans les lieux de soins, avec des militants qui viennent former les professionnels, organiser et animer des réseaux de soins. Donc il va s'agir pour les professionnels de se rééquiper et d'apprendre collectivement en se rapprochant des personnes trans, en s'intéressant à leur savoir expérientiel et en constituant des communautés de pratique entre des professionnels qui vont partager une même vision des choses. Un autre enjeu qui a été soulevé par les enquêtés consiste à défaire l'ordre cis-hétéronormatif dans les textes de loi qui de fait exclut les personnes trans de certaines dispositions en niant l'existence concrète des personnes qui ne rentrent pas dans un modèle binaire. Et il y a notamment un flou juridique et beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne l'accès aux techniques de reproduction médicalement assistée et l'établissement de la filiation, ce qui nous a beaucoup marqué dans l'enquête et dont on veut aussi rendre compte dans la brochure. Là, on va passer dessus un peu plus rapidement. Plus que 2 minutes. Par exemple, oui. Plus que 2 minutes. D'accord, bah ça tombe bien, j'ai bientôt fini. Pour les personnes trans peuvent faire conserver leurs gamètes, mais il y a un flou sur la durée limite de conservation, par exemple en Suisse. Est-ce que c'est 10 ans maximum ou est-ce que c'est illimité en cas d'indication médicale? Donc en Suisse, ce n'est pas clair. Sur l'accès aux gamètes en vue de procréer selon la configuration du couple et l'état civil, il y a aussi des incertitudes, ou encore sur la reconnaissance légale des parents trans. Et il y a notamment des débats parmi les acteurs pour savoir si ce flou juridique peut être une ressource qu'il est possible d'exploiter pour faire bouger les choses ou bien un obstacle. Est-ce qu'il faut se mobiliser publiquement et politiquement pour faire évoluer la loi aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut faire advenir le changement par les pratiques ordinaires, discrètement, pour éviter des débats publics risqués? Mais en ne reconnaissant pas la pluralité des corps, des identités, des expériences, ce droit flou peut aussi contribuer à un accroissement de l'exclusion, de la précarité de l'existence, du risque d'abus et des inégalités sociales, avec une exposition plus grande des personnes les plus précaires. Voilà, donc on a eu le temps de présenter quelques éléments liés à l'enquête.
actuellement, donc c'est pour résumer, la conservation des gamètes aux yeux dans les centres de fertilité va consister à faire l'expérience de la bientraitance et des droits ordinaires aux personnes et remettre à plus tard la question de sa parentalité, mais aussi de la remettre à un futur dans lequel les personnes et les professionnels espèrent que leurs droits reproductifs seront reconnus. Voilà, donc pour nous, il nous importait de rendre compte de tout ça et puis d'avoir vos retours sur l'enquête, sur le projet de restitution de brochures aussi, sur la forme pour faire un retour aux acteurs. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.